Bonjour à tous, bonjour les 3e B, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que votre famille va bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que ça vous a fait du bien de couper avec le rythme des fiches ENT qui mettent une cadence quand même qu'il faut suivre. Donc j'espère que vous en avez profité pour passer du temps avec votre famille, pour jouer, pour vous amuser, pour en même temps régulièrement lire votre cahier d'histoire-géographie, quand même, pour rester dans le bain. Pour ma part, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo de confinement, pour vous guider dans le chapitre qui va arriver, puisqu'on va attaquer un chapitre d'histoire. Donc d'abord, avant de commencer, parce que vous allez voir que, alors voilà, je commence moi dans les vidéos YouTube, et vous allez voir que cette vidéo va être plus structurée que les autres, et donc vous allez voir qu'elle sera divisée en plusieurs parties, les différentes parties d'ailleurs qui jalonnent notre cours. Avant de commencer, je rappelle que vous avez eu un développement construit à me rendre, et je vais vous le rendre cette semaine, donc vous le recevrez, avec comme d'habitude les points améliorés, les points positifs, et puis une note indicative de votre niveau. N'hésitez pas à le prendre, n'hésitez pas à regarder les points améliorés, à lire la correction que je vais vous envoyer, à voir un petit peu votre progression, hein, puisque le but c'est de progresser. C'est pour ça que je vous donne toujours des développements construits, c'est parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on arrive à maîtriser, hein, de la même manière que, je ne sais pas moi, dans n'importe quel sport, pour maîtriser une technique, l'entraîneur nous l'a fait répéter, jusqu'à ce qu'on la maîtrise, évidemment. Donc, je rappelle, avant de commencer, que donc ce développement construit, vous avez eu à le rendre. Je vais vous rendre la correction, évidemment, pour tous ceux qui me l'ont rendu. Donc voilà, et je vous rappelle également qu'on est dans une période où seule votre maturité et votre autonomie peut, on va dire, peut vous permettre d'être régulier, d'accord? Soyez mature, soyez autonome dans votre travail, visionnez cette vidéo, visionnez les vidéos que je vous donne, regardez les documents que je vous donne dans les fiches consignes, relisez votre cahier depuis le début de l'année, n'hésitez pas, d'accord? C'est une histoire qu'on raconte, n'hésitez pas à y prendre du plaisir. L'important en histoire-géographie, ça reste la régularité, d'accord? Je rappelle également que quand je mets une fiche consigne sur le NT, c'est pour qu'elle soit lue de A jusqu'à Z. D'accord? On peut avoir tendance à lire une fiche consigne en diagonale. Non, lisez toutes les phrases, d'accord? Pour ne pas passer à côté d'une consigne, d'accord, qui peut en fait être importante alors qu'elle vous paraissait pas très importante. Une fois que j'ai rappelé ces points essentiels, on peut attaquer. Et donc dans une première partie de la vidéo, je vais vous raconter un petit peu les 2 semaines qui vont venir. C'est parti. Alors d'abord, dans un premier temps, le mardi 5 mai 2020, vous allez devoir étudier des documents. Surprise, il y a des documents à étudier en histoire, c'est normal, c'est même la base de la matière historique, vu qu'on s'intéresse à des sources pour en apprendre plus sur l'époque que l'on étudie. Donc les sources ici, c'est un discours de Jdanov, représentant de la puissance soviétique, et un document de Truman, président des États-Unis. Vous avez compris que on va s'intéresser à la guerre froide. Un monde bipolaire, la guerre froide, 1945-1991. Vous allez comprendre que si on l'appelle la guerre froide, c'est pas parce qu'elle s'est déroulée en Sibérie, mais c'est parce qu'elle oppose les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et l'URSS, entre 1945 et 1991, mais froide parce que c'est un conflit indirect. Il n'y a jamais eu d'affrontement militaire direct, seulement des affrontements militaires indirects, des affrontements
culturel, donc sur le terrain de la culture, on va le voir, et sur le terrain idéologique, donc des idées politiques ou économiques. Donc le mardi 5 mai, vous allez vous intéresser à quels sont les éléments qui opposent les deux blocs. Alors évidemment les deux blocs, on parle de l'URSS et des États-Unis, et vous allez vous intéresser à un discours de Truman pour les États-Unis et à un discours de Jdanov pour l'URSS. Jdanov qui est un homme politique très important en URSS jusqu'à sa mort en 1949 et qui est très très proche de Staline, un des seuls d'ailleurs que Staline, dans lequel Staline a confiance. Donc vous allez vous intéresser à ces deux documents qui se répondent et vous allez devoir voir un petit peu qu'est-ce qui les oppose, quelles sont les opinions de chacun sur l'un et sur l'autre. Bon, donc là vous agissez en historien. Il va falloir également le mardi 5 mai étudier des cartes pour voir un petit peu que l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre ont des alliés. Les États-Unis ont des alliés en Europe de l'Ouest, d'accord, France, Royaume-Uni. L'URSS a des alliés du côté de l'Europe de l'Est, cette fois, avec tous les pays satellites qu'il va créer. Les pays satellites parce que c'est des pays qui sont sous sa domination. Je parle par exemple de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie, et aussi d'ailleurs de la Corée du Nord. Voilà, donc étude de documents et étude de cartes le mardi 5 mai pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui oppose ces deux blocs soviétiques et américains et quels sont un petit peu les éléments qui se confrontent là. Vous allez voir que ces deux manières de voir la politique, mais même de manières de voir la vie qui s'opposent et qui s'affrontent. Le mercredi 6 mai, vous allez être dans une séance un peu spéciale qui va être un petit peu entre parenthèses de ce chapitre, parce que vous allez mettre la guerre froide un petit peu de côté. Et le mercredi 6 mai, vous allez faire une séance de révision des définitions primordiales. Je vous l'ai dit, l'histoire c'est un entraînement, c'est un marathon, et il faut toujours s'entraîner à connaître des définitions. Je ne vais pas vous en répéter 20, mais industrialisation, capitalisme, guerre totale, ère urbaine, tout ça sont autant de définitions absolument importantes parce que quand on parle histoire, on doit avoir un vocabulaire histoire. D'accord ? Bon. Le vendredi 8 mai 2020, non seulement on n'a pas cours, mais en plus, un élève de 3e B qui mange et qui donc a un repas le vendredi 8 mai 45, alors évidemment il n'aura pas cours puisque c'est férié, mais je veux que chaque élève de 3e B, lors du repas de midi de vendredi, raconte à toute sa famille pourquoi il n'y a pas cours le vendredi 8 mai. D'accord ? Et vous le savez. D'accord ? Donc, par exemple, il va falloir raconter la capitulation de Berlin du 8 mai 1945. D'accord ? Ça me semble normal. Vous devez savoir pourquoi ce jour est férié plus que quiconque. Le mardi 14 mai, du coup, parce que ça nous amène au mardi 14 mai, le vendredi étant férié, le mardi 14 mai, vous allez devoir étudier le cas d'une ville précise et vous allez voir pourquoi cette ville est capitale dans cette guerre froide qui se déroule entre 1945 et 1991. C'est Berlin, c'est la ville de Berlin qui a une situation un peu particulière puisqu'elle est coupée en deux. Elle est sous la domination à la fois à l'ouest des États-Unis et des Alliés et à la fois à l'est de l'URSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Enfin, le mercredi 15 mai, vous allez devoir voir que cet affrontement, il n'est pas seulement idéologique, politique, il est également sur le terrain de la culture, sur le terrain des films, sur le terrain de la bande dessinée. Et donc je vous propose une étude d'un film à travers votre manuel, un film qui s'appelle Rocky IV, sorti en 1985, et qui est très représentatif de cet affrontement culturel entre les États-Unis et l'URSS. Enfin, le vendredi 17 mai, vous devrez réaliser un schéma bilan de ce chapitre. Voilà pour les 2 semaines qui vont se dérouler et qui seront passionnantes parce que vous étudierez une partie passionnante de ce XXe siècle. C'est toute une moitié du XXe siècle que vous allez étudier. C'est la deuxième moitié. Nous, on a étudié la première moitié en classe. Là, vous allez devoir étudier la deuxième moitié chez vous.
d'où la nécessité évidemment de maturité, d'autonomie et de révision régulière. On se retrouve tout de suite pour le déroulé du cours. Je vais entrer dans les parties, écoutez bien, visionnez bien cette vidéo, prenez-la, n'hésitez pas à la voir, à la revoir et à la re-revoir. C'est un outil précieux que vous avez parce que je vais vous donner du contenu, d'accord? Je vais vous donner du contenu, plus évidemment que les fiches consignes ne vous en donnent, même si les fiches consignes restent évidemment votre priorité au quotidien. A tout de suite. Alors on se retrouve donc pour la première partie. Quels sont les éléments qui opposent les deux blocs? On parle du bloc soviétique et du bloc États-Unis. Donc États-Unis à l'ouest de votre carte du monde, de votre planisphère, et l'URSS à l'est, vous connaissez. Vous savez que les États-Unis sont indépendants, ou alors ont été créés l'année 1776, que vous avez sans doute vu en quatrième, et que l'URSS, elle, a été créée en 1922 par un dénommé Lénine. Ça, on l'a vu cette année. 1945, on va partir de là. L'année est importante puisqu'elle marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin du conflit le plus meurtrier au monde, le plus dévastateur, que ce soit en termes de bilan humain ou en termes de bilan matériel. Le 8 mai 1945, les soviétiques libèrent Berlin. Alors, libèrent Berlin, non sans la mettre à feu et à sang, évidemment, mais en tout cas, Berlin n'est plus nazi le 8 mai 1945. En Europe, ça marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, et puis dans le Pacifique, la fin de la Seconde Guerre mondiale devra attendre août, le mois d'août, avec les bombardements d'Hiroshima, de Nagasaki et de la capitulation japonaise face aux États-Unis. Donc, à partir de 1945, l'Europe est dévastée. L'Europe est dévastée, et puis, quelles sont les deux puissances qui sortent vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? C'est l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis. D'accord? L'Europe est dévastée. L'Europe est dévastée puisque c'est sur le terrain européen qu'a eu lieu la Seconde Guerre mondiale. D'accord? La France a perdu dès 1940, d'accord? Elle a été occupée. Le Royaume-Uni également a subi des bombardements de la part des avions allemands. Voilà, l'Europe, c'est un terrain finalement à prendre pour les États-Unis et pour les Soviétiques. C'est un terrain à dominer, puisque c'est un terrain fragile. L'Europe est fragilisée par cette Deuxième Guerre mondiale. Rappelons qu'elle a connu également une Première Guerre mondiale avant. Donc, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont vouloir mettre le grappin sur l'Europe. Alors, ils vont réussir, puisqu'ils vont mettre le grappin sur l'Europe de l'Ouest. En 1949, les États-Unis vont proposer une aide économique, donc de l'argent. Évidemment, s'ils veulent donner de l'argent à l'Europe de l'Ouest, donc États-Unis, France, Royaume-Uni, c'est pas par gentillesse, mais c'est pour avoir sous sa domination les pays qu'elle va aider économiquement. À l'Est, l'Europe de l'Est donc va être dominée par les Soviétiques. Les Soviétiques vont dominer des pays comme la Roumanie, comme la Bulgarie, qui vont les ramener sous domination soviétique. Ça va être des pays communistes qu'elle va dominer, et on va les appeler des pays satellites, parce qu'ils sont sous sa domination. Donc, une Europe coupée en deux. Une Europe coupée en deux. Mais il y a une vraie différence. Il y a vraiment deux modèles contradictoires, deux modèles opposés qui s'opposent entre 1945 et 1991. Il se trouve que, d'abord, deux priorités. Du côté des États-Unis, la priorité, c'est la liberté individuelle, la liberté de l'individu, et ce depuis la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. La liberté individuelle, c'est la valeur la plus importante. L'individu est libre, il est libre de faire du commerce, il est libre de s'enrichir évidemment, il est libre d'entreprendre. C'est la liberté d'entreprendre et de s'enrichir. Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques, et Lénine,
d'abord, puis Staline ensuite, mais Lénine d'abord parce que c'est Lénine qui a évidemment créé l'URSS. Lénine a lu quelqu'un qui s'appelle Karl Marx, et pour l'URSS, l'important c'est pas la liberté, mais c'est l'égalité, c'est que tout le monde soit égaux. Donc déjà deux manières de voir la vie qui sont totalement différentes, et deux priorités différentes. Et ça va se voir dans la politique économique. Pourquoi? Parce qu'on a du côté des États-Unis ce qu'on appelle le capitalisme. Capitalisme, système fondé sur la volonté d'accumuler des richesses, un système dans lequel les moyens de production n'appartiennent pas aux ouvriers, mais ils appartiennent à une classe capitaliste, bourgeoisie au 19e siècle, au 20e siècle, on l'appelle plus classe capitaliste, système dans lequel, système qui met l'accent sur la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprise, de fonder son entreprise, de se rater, etc. Alors que du côté de l'URSS, le modèle, c'est pas le capitalisme, vous le connaissez, c'est le communisme. Ou alors, plutôt, ce qu'entendent Lénine et Staline par communisme. Parce que je vous l'ai déjà dit, quand Karl Marx parle de communisme, il ne parle pas de ce que vont faire Lénine et Staline. On peut plus appeler cela du capitalisme d'État, dans le sens où il n'y aura pas... alors, il y aura une collectivisation des terres, mais les terres vont appartenir à l'État, en fait. Ce ne sera pas, équitable entre tous les habitants de l'URSS. Donc, deux modèles économiques, capitalisme contre communisme. Communisme à prendre évidemment avec des guillemets. Pour moi, c'est plus un capitalisme d'État, puisque c'est l'État qui est dominant, qui gère, et même on peut même appeler ça un capitalisme d'État totalitaire, puisqu'il va gérer ça avec des mains de fer, avec une liberté qui est très restreinte, avec une terreur qui est appliquée, des personnes qui sont envoyées au goulag si elles n'obéissent pas, bref. On a également donc, et du coup j'en reviens, après avoir vu qu'il y a des visions économiques différentes, capitalisme et communisme, il y a aussi des visions politiques différentes. On a aux États-Unis un modèle de type démocratie libérale. Alors, c'est des mots un petit peu pompeux pour dire finalement qu'il y a toujours un président, il y a toujours une assemblée, et que cette assemblée, elle est élue par le peuple, donc démocratiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vote pour que quelqu'un dirige à ma place. Voilà, c'est ça une démocratie libérale. De l'autre côté, c'est pas ça. D'accord? Il y a un parti unique, le parti communiste, avec un dirigeant unique, le secrétaire du parti communiste, Lénine puis Staline. Alors, Staline va mourir un jour, en 1953 il meurt, mais les autres occuperont le même poste. Et c'est un régime autoritaire, qui est basé sur l'autorité. Il y a un parti communiste unique qui dirige. Et pour diriger, évidemment, il va utiliser la terreur, les goulags, une police politique, et j'en passe. Donc, une démocratie libérale face à un régime autoritaire avec un État surpuissant, un État très très présent. Il y a donc on a donc affaire à un affrontement idéologique, politique, économique. On ne voit pas les choses de la même manière, qu'on soit américain ou qu'on soit soviétique. Si on est soviétique, pour nous c'est l'égalité qui prime. On a une vision économique dans laquelle toutes les terres appartiennent à l'État, et donc tout le monde on va dire, est soumis aux règles de l'État, et puis on a un régime autoritaire d'un point de vue politique. Si je suis américain, pour moi l'important c'est la liberté individuelle, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, ça s'appelle donc le capitalisme libéral, et donc l'important c'est l'accumulation de richesses, c'est la liberté d'entreprendre, et les moyens de production ne peuvent pas appartenir à l'État, ils appartiennent à une classe dominante économiquement. Et puis, politiquement, c'est une démocratie libérale, on est attaché à un gouvernement, et puis à un moment où des gens vont voter pour donner le pouvoir à d'autres personnes. Donc, on a un conflit
clair, net et précis. On a une opposition de style. À partir de 1946, il va y avoir un discours important. C'est le discours de Winston Churchill. Parce que une fois qu'on a vu qu'il y avait un conflit idéologique, on n'est pas obligé d'être en conflit parce qu'on pense différemment. Il va y avoir des événements qui vont faire que il va y avoir des tensions qui vont augmenter, qui vont augmenter, qui vont augmenter. Donc, je vous l'ai dit, même si il n'y a pas eu d'affrontement direct durant cette période de guerre froide, si on l'appelle guerre froide, évidemment c'est parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct, mais qu'il y a eu une escalade de tensions qui font que, même s'il n'y a pas d'affrontement direct, on va montrer à l'ennemi que s'il y a affrontement direct, on est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1949, création de l'OTAN, organisation du traité Atlantique Nord. C'est une alliance entre les États-Unis et les alliés, donc au Royaume-Uni, France par exemple. Et donc, ça, on appelle ça l'alliance militaire de l'Atlantique Nord entre les États-Unis, la France, l'Angleterre. Donc s'il y a conflit, hop, on est ensemble. La réponse va être claire. En 1955, l'URSS va signer le pacte de Varsovie avec tous les pays alliés ou satellites. Corée du Nord, Roumanie, Bulgarie, etc. Ça s'appelle le pacte de Varsovie. Si un pays du pacte de Varsovie est attaqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vont faire bloc contre l'ennemi qui est en face. Donc, même si il n'y a pas d'affrontement direct, il y a des tensions. Et les tensions, ça va aller crescendo. Entre 1950 et 1953, on a ce qu'on appelle la guerre des deux Corées. Et même si les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent pas directement, l'URSS va soutenir militairement la Corée du Nord et les États-Unis vont soutenir militairement la Corée du Sud. Affrontement indirect entre 1950 et 1953. En 1962, il y a la crise des fusées à Cuba. Cuba, donc en 1959, à Cuba, il y a eu une révolution, la révolution castriste. Donc Fidel Castro a chassé le dictateur au pouvoir pour mettre en place un régime communiste à Cuba, aidé du célèbre Che Guevara. Et du coup, Nikita Khrouchtchev, le président soviétique, qui a succédé d'ailleurs à Staline, mort en 1953, va installer des fusées à Cuba, des fusées dirigées tout droit vers les États-Unis. Alors évidemment, il va y avoir une grosse crise. Le président des États-Unis de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, va répondre, va menacer l'URSS, qui va finalement se rétracter et qui va retirer ses fusées de Cuba dirigées vers les États-Unis. Donc il y a eu des crises comme ça au début de la guerre froide, avec ensuite un relâchement, notamment à partir de 1975, et petit à petit, finalement, alors d'abord les relations vont se détendre, c'est ce qu'on appelle la détente, et puis le dernier dirigeant de l'URSS, Gorbatchev, va mettre en place une politique d'assouplissement. Il va assouplir. C'est ce qu'on appelle la glasnost. La glasnost, ça veut dire que ça veut dire un peu la liberté en russe. Il va permettre aux opposants de s'exprimer, donc ça veut dire qu'il va laisser, par exemple, les États comme la Roumanie, la Bulgarie, etc., ils vont devenir indépendants, ils vont déclarer leur indépendance petit à petit. Ça va s'appeler aussi la perestroïka, c'est la politique économique de l'URSS à la fin de la guerre froide. Ça veut dire qu'il y a une liberté de commerce, les entreprises de l'URSS peuvent commercer avec le monde, donc ils se libéralisent, ils s'ouvrent, et ça va signer la fin de la guerre froide. Pourquoi? Parce que ça va signer la fin de l'URSS. L'URSS chute à partir de 1991, tous les États satellites ont déclaré leur indépendance, le pays s'est libéralisé, il s'est détendu, donc finalement l'URSS telle qu'elle était n'avait plus de raison d'être, et ça va laisser place évidemment à la Russie que l'on connaît aujourd'hui, notamment avec un président qui s'appelle Vladimir Poutine. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, puisque dans la deuxième partie on va faire un focus sur la ville de Berlin. En quoi la ville de Berlin est-elle symbolique du climat de guerre froide entre 1945 et 1991? On se retrouve pour la deuxième partie
sur la ville de Berlin, on va voir un petit peu finalement en quoi Berlin est-elle symbolique de cet affrontement entre les États-Unis et l'URSS qui va marquer la deuxième partie du XXe siècle entre 1945 et 1991, donc on parle quand même d'une période très longue. En 1945, le 8 mai plus précisément, l'Allemagne est dévastée. Elle est dévastée, des villes ont été bombardées, par exemple la ville de Dresde, il n'en reste plus rien en 1945 de la ville de Dresde, elle est donc anéantie cette Allemagne. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision de la couper en quatre dans un premier temps, entre évidemment les quatre puissances gagnantes, entre les quatre vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Donc dans un premier temps, l'Allemagne est coupée en quatre. Alors évidemment, l'Allemagne de l'Est va géographiquement, du coup, à l'URSS. Et puis l'Allemagne de l'Ouest est partagée entre les trois puissances alliées. En 1948, plus précisément le 20 juin, il va y avoir un événement qui va mettre le feu aux poudres. Pourquoi? Parce que les alliés, États-Unis, Royaume-Uni, France, décident de mettre en place une monnaie. Bon, une monnaie, donc de l'argent, mais une monnaie commune aux trois Allemagnes américaines, anglaises et françaises, qui s'appelle le Deutsche Mark. Staline n'a pas été consulté, il est furieux. Il va organiser un blocus de la partie est de Berlin. Un blocus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bloquer le ravitaillement au niveau des routes, il va bloquer le ravitaillement au niveau des airs et donc des avions. Et là, ça marque vraiment le début d'une situation catastrophique pour la ville de Berlin. Pourquoi? Parce que Staline décide de ce blocus, il va lever le blocus un an après, en 1949, donc en 1949 le blocus est terminé, sauf que ça marque la séparation de Berlin en deux. Berlin, à partir de 1949, on peut le dire, est divisé en deux. C'est pas fini. C'est pas fini tout simplement parce que entre 1949 et 1961, ce sont des centaines de milliers qui vont des centaines de milliers de Berlinois à l'Est qui vont partir de l'Est pour aller à l'Ouest. Pourquoi? Parce que la situation économique est très difficile dans la partie Est de la ville, avec la politique économique de l'URSS, il est très compliqué pour un Berlinois de l'Est de se nourrir. Donc on a beaucoup de Berlinois qui décident de partir et qui vont dans la partie américaine, française et anglaise de Berlin. C'est à partir de 1949 donc, que Berlin est divisé en deux. Et donc on va avoir deux Allemagnes. Deux Allemagnes, une partie qu'on va appeler la RFA, République fédérale allemande. Donc cette partie de l'Allemagne, elle est sous domination américaine, d'accord? Je dis américaine, je dis pas Royaume-Uni et anglais parce qu'évidemment les États-Unis dominent eux-mêmes l'Angleterre et la France. Et puis on a la RDA, la République démocratique allemande, sous domination soviétique. Donc je refais un zoom sur Berlin et on a donc une ville qui est coupée en deux, on a une ville dans laquelle les Berlinois de l'Est migrent massivement vers l'ouest de Berlin pour profiter d'une politique économique qui leur serait plus favorable. Du coup, la nuit du 12 au 13 août 1961, date primordiale, les soviétiques décident de construire un mur, tout simplement pour empêcher les Berlinois de l'Est de partir vers l'Ouest. Évidemment, pourquoi essayer d'améliorer leurs conditions de vie quand on peut construire un mur et les empêcher de passer? Bien sûr, c'est la solution la plus cohérente, je veux dire. Donc, construction d'un mur. Alors je dis ça un petit peu sous le ton de la blague, sauf qu'il y a des familles qui vont être séparées et que ça va être absolument désastreux pour des centaines de familles qui vont être séparées et qui ne pourront plus voir leurs proches pendant des années, des années, des années et des années. Donc à partir de 1961 et de la nuit du 12 au 13 août,
Berlin est coupé en deux. Non plus seulement comme en 1949 parce qu'on le dit, mais parce qu'il y a un mur. Donc il y a une séparation physique qui est faite. D'ailleurs, 2 ans après, en 1963, John Fitzgerald Kennedy va venir dans la partie américaine de Berlin, donc la partie ouest, et il va dire cette célèbre phrase « Ich bin ein Berliner », il va dire « je suis un habitant de Berlin moi-même ». Et donc en fait, ce qu'il va dire, c'est que le fait que l'URSS ait décidé de construire un mur pour empêcher les Berlinois de l'Est d'aller vers Berlin-Ouest, c'est un aveu d'échec, d'accord. C'est comme si l'URSS disait, bon bah, on n'est pas capable de les empêcher de partir par autre chose que par la construction d'un mur. Voilà, on a échoué. Donc voilà, discours important de Kennedy en 1963. Après cette construction du mur, il va y avoir donc des tensions, mais des tensions qui sont par rapport à la tension internationale, hein, je vous l'avais dit, la crise des fusées en 1962, qui a suivi la guerre de Corée, bref, il y a beaucoup de tensions. Mais à partir de 1970, à partir des années 70, il va y avoir une détente des relations entre l'URSS et les États-Unis. En 1972, et je refais un zoom sur l'Allemagne et sur Berlin, il y a une reconnaissance mutuelle de la RFA et de la RDA. Donc la République fédérale allemande et la République démocratique allemande, l'une sous domination américaine, l'autre sous domination russe, se reconnaissent mutuellement. C'est important. C'est important dans la diplomatie internationale quand un État reconnaît un autre État, reconnaît l'existence d'un autre État. Ça veut dire qu'on peut dialoguer, tout simplement. En 1989, j'avance dans le temps, en 1989, Gorbatchev, dirigeant soviétique, va autoriser les Berlinois de l'Est d'aller vers Berlin-Ouest. Là, évidemment, à partir de là, c'est fini. D'accord ? Puisque Gorbatchev décide de faire sortir, décide en tout cas que les habitants de l'Est peuvent aller vers l'Ouest, évidemment c'est un aveu d'échec, et d'ailleurs on est là dans la fin de l'URSS, dans la fin de ce régime, né en 1922, je le rappelle, avec Lénine. En 1989, date importante, puisque la même année où Gorbatchev autorise les Berlinois de l'Est à aller vers l'Ouest, bah, finalement le mur est détruit. À partir de là, les deux parties et les deux habitants vont se mettre ensemble pour détruire le mur. Moment important, des familles entières vont se réunir. C'est un moment absolument mémorable dans l'histoire du XXe siècle, que cette destruction du mur de Berlin et cette réunification. Et la réunification de l'Allemagne va apparaître un an après, en 1990. En 1990, les deux Allemagnes sont réunies, il n'y a plus de RFA, il n'y a plus de RDA, il y a seulement une Allemagne. Et un an après, en 1991, l'URSS chute. Elle n'existe plus, sous le coup d'ailleurs des nombreuses déclarations d'indépendance de la Bulgarie, de la Roumanie et de tous les États satellites. De fait, l'URSS n'existe plus et elle laisse place au régime que l'on connaît aujourd'hui. On se retrouve pour la troisième partie. On se retrouve donc pour la troisième partie. On va voir que l'affrontement, il est culturel. Ça veut dire que les bandes dessinées, les films vont être mis au service d'une propagande pour montrer que c'est nous les meilleurs. C'est nous les soviétiques les meilleurs, c'est nous les américains les meilleurs. De fait, en France, nous, on va pas se mentir, on a été américanisé, dans le sens où depuis que les États-Unis ont gagné cette guerre froide, puisque l'URSS a chuté en 91, bah, c'est les États-Unis qui ont guidé notre manière de voir le monde un petit peu. Ils ont gagné de ce point de vue-là culturellement, et on va voir comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner et pourquoi. Alors d'abord, un petit exemple d'affrontement culturel. À partir des années 60, la télévision apparaît, et elle apparaît pas seulement dans les foyers les plus riches, elle se démocratise, tout le monde a une télé, noir et blanc d'abord, puis en couleur, et finalement on va se servir de la télé pour communiquer des choses. Et il va y avoir un élément important dans l'affrontement entre les deux puissances soviétiques et américaines, c'est la conquête de l'espace.
En 1961, l'Union soviétique arrive à envoyer le premier homme dans l'espace. Il s'appelle Yuri Gagarin, on est en 1961, et c'est le premier homme à faire le tour de la Terre en fusée, premier homme dans l'espace. La réponse va arriver 8 ans après, puisqu'en 1969, les États-Unis, avec Neil Armstrong, arrivent à faire que le premier homme qui marche sur la Lune soit des États-Unis, Neil Armstrong. Donc ça va passer à la télé, d'accord, le Neil Armstrong qui marche sur la Lune en 1969, ça passe à la télé, c'est important dans le cadre d'une propagande, d'accord, pour montrer qu'on est les meilleurs, et qu'on est meilleurs surtout que l'ennemi, puisque à ce moment-là, je rappelle que le monde est divisé en deux, entre États-Unis et soviétiques. C'est pas tout. Quand on parle de culture, on parle de produits culturels, donc des choses qui passent de main en main, on parle de bande dessinée. Et là, par exemple, on peut prendre l'exemple de Captain America. Captain America, qui est un héros, une bande dessinée créée en 1940 par Jack Kirby, qui va donc mettre Captain America finalement au service de la propagande américaine anti-russe. Et Captain America, vous le connaissez, d'accord, il est aujourd'hui dans les Avengers, d'accord, un héros important dans les Avengers, avec un bouclier indestructible, d'accord, il est quasiment imbattable, Captain America, et dans les années 40 et au début du XXe siècle, même plus tard, il va se battre contre un certain Electro, d'accord, et Electro, évidemment, c'est le méchant, d'accord, c'est le méchant, et qu'est-ce qu'a le méchant sur son torse? Une faucille, un marteau, symbole du régime communiste, et donc évidemment Captain America, gentil américain, doit se battre contre le méchant communiste, et évidemment à la fin, c'est le gentil américain qui gagne, évidemment parce que les valeurs des États-Unis sont meilleures que les valeurs soviétiques, en tout cas c'est ce que veut véhiculer Captain America. C'est important, hein, parce que tous les petits américains vont lire Captain America, Spider-Man, etc. D'accord, c'est important de faire rentrer d'ores et déjà dans la tête que les États-Unis, c'est les meilleurs. On peut aussi citer James Bond. James Bond qui pendant les 25 premières années de sa création s'est battu contre des soviétiques, d'accord, à chaque fois, dans les 25 premières années de la saga James Bond, les meilleurs ennemis de James Bond sont des soviétiques, que ce soit des personnages principaux ou secondaires, il y a toujours des soviétiques contre qui James Bond se bat. Vous allez voir l'exemple précis d'un film sorti en 1985 qui s'appelle Rocky IV, donc le quatrième, il y en a eu trois avant. Vous savez que Rocky, on suit le parcours d'un boxeur, d'accord, et qui, alors, de défaite en victoire, avec un parcours, on suit sa vie, etc. Donc ce film Rocky IV, sorti en 1985, va être très représentatif de la guerre froide. Pourquoi? Parce que dans ce film, Rocky affronte Drago. Drago, c'est le boxeur soviétique, d'accord, avec un short rouge. Il manque de liberté, d'accord. Il n'est pas très intelligent parce qu'il est soviétique, d'accord. Il a beaucoup de force physique, mais pas beaucoup. Il a beaucoup de force physique, mais pas beaucoup d'intelligence, d'accord. C'est un soviétique. Et dans ce film, donc Drago va battre le copain de Rocky, qui s'appelle Apollo Creed, et Rocky va aller en Russie, donc en courageux américain, il va se déplacer en Russie et battre Drago chez lui, dans le régime soviétique. Évidemment, à la fin du film, Rocky, l'américain, gagne contre Drago, le soviétique. Donc tout ça, c'est une machine culturelle au service d'une propagande pour évidemment montrer qu'on est mieux que l'ennemi. D'accord, ça aussi, c'est une manière de se battre aujourd'hui. Et finalement, à partir de 1991, les États-Unis, d'un point de vue culturel, on peut le dire, ont gagné. D'accord, c'est pour ça que depuis 1991, alors on ne sait pas ce qui va arriver, on parle de la Chine comme étant la future puissance mondiale. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Mais depuis 1991 jusqu'à 2020, en tout cas culturellement, ce sont les États-Unis qui dominent.
c'est les films d'Hollywood qui nous montrent comment est-ce qu'on doit voir la vie. D'accord? Donc c'est important, ce n'est pas à négliger, et c'est une partie que vous allez devoir étudier. Donc, on a terminé pour cette guerre froide, on a bien vu, puisque la problématique générale c'est comment est-ce que l'URSS et les États-Unis s'affrontent, d'accord, dans un affrontement idéologique, politique, culturel, dans une ville comme Berlin, symbole de cette guerre froide. Donc n'hésitez pas à visionner, revisionner cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça a été un plaisir de vous raconter cette histoire passionnante. N'oubliez pas de relire régulièrement vos cours, en plus évidemment de assidûment faire les fiches, consignes que je mets régulièrement sur le NT. Quant à moi, je vous demande de vous porter bien, de rester motivé, d'accord? Et comme Rocky, d'accord, de rester déterminé pour mettre des coups à la tristesse, à la solitude. Et quant à moi, ben, on se revoit pour la prochaine vidéo. Travaillez bien, révisez régulièrement. Au revoir!